Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chenoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 26 d'Histoire en série, où je reçois aujourd'hui Elsa Grassi. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors Elsa, vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'Université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste de la culture populaire et particulièrement de la musique populaire. Vous avez fait une thèse sur l'imaginaire géographique des musiques populaires américaines qui a donné lieu à de nombreux articles, dont un, Tradition Can Be a Verb, sur la Nouvelle-Orléans, post-Katrina, la même qui a inspiré David Simon dans Trémé. Vous intéressez à la dimension politique de la culture populaire et vous avez publié un ouvrage avec Jedediah Schlower, Politique de musique populaire au XXIe siècle, aux éditions de Mélanie Seton. Alors, il y a 2 ans, vous avez dirigé aussi un numéro de la revue anglaise sur le rock des années 70 et depuis quelque temps, vous vous intéressez aux instances de légitimation des musiques américaines, notamment en relation avec la construction de l'identité nationale aux États-Unis. Donc, vous êtes aussi présidente de la branche francophone d'Europe de l'International Association for the Study of the Popular Music. Et donc, aujourd'hui, je vous ai invité pour parler d'une très très grande série américaine que vous allez maintenant nous présenter. Je ne sais pas si on peut dire la présenter parce que c'est une série extrêmement connue. C'est The Wire. Alors, Elsa, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série ? Alors, The Wire, donc sur écoute en français, est une série dont les 5 saisons ont été diffusées de 2002 à 2008 sur HBO. Et c'est important parce que HBO est une chaîne américaine qui s'est démarquée des autres pour les risques qu'elle prenait dans sa programmation. D'ailleurs, David Simon, qui est le créateur de la série et un des 2 co-auteurs, a dit que si HBO n'avait pas existé, The Wire n'aurait pas pu voir le jour. Donc à l'époque, la chaîne était connue pour 3 séries qui transgressaient allègrement les règles établies en matière de sexe et de violence. Oz, Sex and the City, plus connu, et surtout Les Sopranos, de 1999 à 2007. Donc ces 3 séries ont établi la réputation de la chaîne, qui n'était pas que sensationnaliste, parce que HBO avait des ambitions intellectuelles. Et elle tentait d'attirer à la télé des publics exigeants avec la devise bien connue, qu'on a déjà entendue sur le podcast, « It's not TV, it's HBO », c'est-à-dire « c'est pas de la télé, c'est HBO ». Aussi, même si au premier abord, on pourrait penser que The Wire n'est qu'une série policière, il n'en est vraiment rien. D'ailleurs, David Simon l'a dit et répété, ce n'est pas une série policière, ça n'a jamais été le but. C'est trompeur parce que son titre se réfère au wiretap, donc le système d'écoute téléphonique qui est mis en place par une unité spéciale de la police dans la première saison, dans le but de faire tomber des dealers, et aussi parce que les enquêtes sur le trafic de drogue constituent la trame narrative principale. Et enfin aussi parce que les personnages qui reviennent le plus sont les inspecteurs et les dealers. Mais on est très très loin des ressorts habituels des séries du type Cop Show, qui suivent le jeu du chat et de la souris auquel se livre la police contre les dealers. En fait, ce que The Wire effectue vraiment, c'est comme un épuisement d'un lieu américain, la ville de Baltimore. C'est une série-ville qui aurait pu complètement s'appeler Baltimore. Ce que la série fait en suivant les enquêtes, c'est en fait déplier la ville un peu comme un pop-up book, ou plutôt, pour ne pas aplatir la complexité de l'œuvre, on pourrait dire qu'elle la dévide comme une pelote de laine. Cette reconstitution s'effectue à partir des institutions, surtout les règles qui les régissent. On part du trafic de drogue dans le quartier du West Side, dans la saison 1, qui est une saison sur la rue, pour passer au port dans la saison 2 avec les dockers. La saison 3 sur la mairie s'intéresse aux politiques, puis la 4 à l'école et enfin la 5 à la presse. Ce qui est important de dire, c'est qu'il ne s'agit pas de coups de projecteur successifs, mais bien plutôt de couches superposées qu'on aborde comme autant de strates de compréhension, un peu comme une mélodie qui commencerait par un instrument en solo et qui finirait avec un orchestre complètement symphonique. Et ce qui m'a frappé en la revoyant, c'était, je pense, la dernière fois c'était en 2012, donc là j'ai repris après 8 ans d'interruption. Donc ce qui m'a frappé, c'est à quel point tout était imbriqué, mais dès le début. Le jeu des politiques, les médias, à l'école, on avait déjà tout ça dans la première saison. Donc par cette ambition de dire Baltimore, c'est une série qui est très ambitieuse.
du point de vue narratif. On a pu la comparer à l'œuvre de Balzac sur Paris ou de Dickens pour Londres, avec une multitude de personnages et d'arcs narratifs, mais aussi parce que, au-delà d'une plongée dans Baltimore, la série sert de méditation sur toutes les villes post-industrielles, post-fordiennes, américaines, du début du XXIe siècle. Pour situer un peu The Wire dans le temps, c'est une série des années Bush, presque strictement, puisqu'elle commence en juin 2002, donc un peu plus d'un an après le début du mandat, et elle finit en 2008, un peu avant l'élection d'Obama. Juin 2002, le début de la diffusion, c'est aussi 9 mois après le 11 septembre, et on a pas mal de signes de ce contexte dès la première saison, avec des remarques sur le fait que le FBI n'a pas de crédit pour autre chose que la lutte antiterroriste et la corruption, et à cause de ça, c'est dès le dès le début de la série, c'est une série qui déclare s'intéresser aux oubliés de l'Amérique, à ses failles. Donc la question, ce serait qu'est-ce qui se passe aux États-Unis pendant que le gouvernement joue les super-héros et fait des démonstrations de force au Moyen-Orient, accompagnées par la rhétorique triomphaliste qu'on sait. C'est important de le rappeler parce que la série n'est devenue culte qu'a posteriori, coupée de son contexte, grâce à un bouche à oreille tardif, qui fait que même si en France elle a été diffusée plus tard, on n'a pas vraiment été en décalage avec les États-Unis de ce point de vue. Le plein succès est venu entre 2011 et 2012. Et à ce moment-là, en France et aux États-Unis, The Wire devient pour beaucoup de personnes la meilleure série du monde, ce qui n'était pas gagné du tout. Et pour donner un point de comparaison, on parle de 2 millions de téléspectateurs par épisode pendant la diffusion, ce qui représente la moyenne entre moins d'1 million pour la première saison et au summum de sa gloire, 4 millions. Alors que les Sopranos, donc même époque, en faisaient pas loin de 20 millions, et qu'à la fin de sa diffusion, Game of Thrones, le monstre, en était à 40 millions de téléspectateurs, et encore une fois, c'est une moyenne sur toute la série, c'était le summum, alors que la moyenne, c'est 30 millions. Donc bon, on est très très loin de ce qu'on peut considérer comme une série à succès aujourd'hui. Côté récompense, The Wire n'a gagné aucun Emmy Award. Elle a juste eu 2 nominations et rien pour les acteurs. Et ça s'explique par plusieurs raisons. Bon, d'abord, c'était pas une série typique. Le ton était résolument sobre, pas du tout héroïco-triomphaliste comme 24 heures. On était loin des cliffhangers, de l'adrénaline traditionnelle des cop shows. Il n'y a pas de héros d'ailleurs. Et les critiques étaient plus que tièdes, même si les créateurs avaient pris soin de ne pas envoyer seulement le pilote, mais les 5 premiers épisodes de la première saison aux médias. Aujourd'hui, après un pic de popularité au début des années 2010, donc, il me semble que The Wire a perdu de la visibilité et c'est une des raisons pour lesquelles je veux vraiment en parler. C'est vrai que, peut-être que la raison pour ce manque de visibilité, c'est qu'elle n'est pas sur Netflix, mais aussi elle ne correspond pas au code des séries Netflix, qui sont des séries épisodiques, selon l'expression de Jason Mitchell, où les épisodes sont bouclés, alors que The Wire est une série feuilletonnante caractérisée par la complexité narrative. En gros, une série qui sous-joue la résolution et l'encapsulation de l'histoire. Certains disent d'ailleurs que ce n'est pas une série, mais plutôt un film de 60 heures, c'est long. David Simon avait d'ailleurs choisi de la présenter à HBO comme un roman visuel, parce que c'est le temps long qui prédomine. Les épisodes font 58 minutes. C'est exactement la raison, je pense, pour laquelle elle est unique et elle est devenue culte. L'architecture générale du projet, ce gigantesque puzzle où toutes les pièces sont importantes. Bon, c'est une phrase qu'on répète souvent parce que c'est une réplique d'un des personnages, Last of Human, All the Pieces Matter. Tout ça demande donc un engagement du spectateur sur le temps long. Il faut mériter The Wire. C'est complètement assumé. Quand lors d'une interview, Nick Hornby a fait remarquer à David Simon que ce n'était pas une série facile, sa réponse a été « fuck the average viewer ». Donc pour paraphraser, le téléspectateur moyen en emmerde. C'est assez savoureux parce que cette attitude répond absolument au combat perpétuel des policiers dans la série pour faire bien leur travail, police work, qui est aussi le combat des profs dans la saison 4 et celui des journalistes dans la saison 5. Ce monde des journalistes, c'était un monde que Simon a fui précisément parce qu'il n'arrivait plus à faire son travail correctement. Pour faire une bonne série, en somme, comme pour faire un bon travail d'enquête, comme pour bien enseigner, il faut du temps et des moyens. Et c'est aussi quelque chose dans le milieu académique. Il ne faut pas faire du chiffre et travailler pour nourrir les statistiques. Donc finalement, c'est une série qui est très réflexive parce que c'est une série des codes, mais qui échappe à tous les codes. Et au-delà de ça, je pense qu'elle mérite l'attention par son statut qui reflète une tension constante entre télévision, cinéma, journalisme, mais aussi sociologie et même littérature. Donc qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, un roman visuel, un traité, une étude sociologique, un tract politique, une épopée.
Bon, tant mieux si on ne sait pas et on a un peu de temps aujourd'hui pour en parler. Oui, exactement, hein. C'est pour ça que je vous ai invité pour parler en long, en large et en travers, j'allais dire, de cette série Fleuve, série monumentale aussi, on peut le dire, qui est quand même ancrée, vous l'avez dit dans votre solide introduction, par vraiment un vœu de la part des réalisateurs de coller à la réalité, de réalisme. Alors, avant d'aller plus loin et j'allais dire, d'attaquer l'étude de la série elle-même, j'aurais aimé peut-être que vous reveniez sur ces deux réalisateurs parce que si cette série elle est vraiment aussi bien réussie, c'est d'abord parce que c'est leur travail qui est assez abouti. Alors est-ce que vous pourriez peut-être présenter leur travail ? Oui, alors c'est pas vraiment des réalisateurs parce que avec The Wire, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, on est sur une série qui a été réalisée à chaque épisode par des personnes différentes, mais elle a deux auteurs et un créateur, donc David Simon, et le deuxième auteur c'est Ed Burns. Je pense que la première raison qui fait The Wire une série à part, c'est que ce ne sont pas des gens de télévision. La série est née de l'imagination donc de David Simon en premier, un ancien journaliste du Baltimore Sun, qui est le journal qui est représenté dans la série, et il y a couvert des affaires policières pendant 13 ans. Elle a été donc après coécrite par Ed Burns, qui a été policier et s'est reconverti en enseignant comme Press dans la série, Press Belowski, ce qui fait qu'ils ont vécu pendant des années en contact direct avec la réalité de l'activité policière de la ville de Baltimore, qu'ils décrivent dans la série. Ce vécu explique en fait deux choses. D'abord, je pense clairement la dimension réaliste de la série, et aussi la colère et la frustration qui s'en dégagent. Simon a décidé de quitter le Baltimore Sun parce qu'après le rachat par une multinationale, exactement comme c'est raconté dans la saison 5, la ligne éditoriale avait changé et tout d'un coup, il ne pouvait plus faire du vrai journalisme parce qu'il fallait vendre, garder sa place en publiant des articles sensationnels et en chassant des récompenses. Et de la même façon, Ed Burns s'est pas reconverti parce qu'il en avait vraiment marre et il n'a pas démissionné de son travail de policier. Il est parti à la retraite et c'est à ce moment-là qu'il est devenu prof dans le secondaire parce qu'il y avait un manque cruel d'enseignants dans les écoles des quartiers défavorisés. Cela dit, quand il parle de son travail dans la police, il dit aussi que pendant des années, il s'est battu et il a été très frustré parce que il y avait une bureaucratie qui l'empêchait vraiment de travailler. Donc avant de faire The Wire, Burns et Simon ont travaillé sur un livre, The Corner, en 97, qui a été adapté sous forme de mini-série assez maussade, faut le dire, pour HBO en 2000. Et c'était pas une première pour Simon, qui avait déjà écrit Homicide en 91, qui était tiré de son expérience d'une année passée à observer une unité de la brigade criminelle de Baltimore, et qui avait été adapté en série sur NBC dans les années 90. Aussi, quand il arrive à HBO en 2000, il a déjà une bonne expérience, puisque pour Homicide, il a été d'abord consultant, puis scénariste et producteur. Donc on peut dire que The Wire, à cause de Burns et de Simon, vient d'une double frustration. Pour Burns, la frustration de ne pas pouvoir assez agir, et pour Simon, de ne pas pouvoir assez bien décrire. Alors justement Elsa, vous nous avez dit aussi, c'est vrai que cette série, elle travaille sur le temps long, elle prend du temps pour expliquer les actions, les personnages. Certains qui l'ont critiqué y ont vu quasiment une série documentaire. Alors est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas du tout la vision des showrunners ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors non, c'est pas un documentaire parce que la série prétend pas montrer le vrai, mais elle montre un véridique. C'est un réalisme qui est une vraisemblance. Ce ne sont pas les faits qui importent, mais les mécanismes qui les produisent. Donc, malgré tout, il y a quand même une grande proximité avec le terrain fréquenté par les créateurs, qui peut aller jusqu'au clin d'œil et qui peut entraîner le téléspectateur dans un jeu de pistes pour opérer des références à la réalité. Ce jeu se situe à plusieurs niveaux. D'abord, les histoires sont plus ou moins inspirés de faits réels ou de débats qui ont vraiment eu lieu. Par exemple, à Amsterdam, dans la troisième saison, la zone où la drogue est en vente libre, était en fait l'idée vraiment d'un maire de Baltimore qui avait essayé de dépénaliser la drogue et de mettre l'accent sur les soins de santé publique. La surveillance audio aussi, qui forme la trame de la première saison, est une surveillance qui a été qui est inspirée d'une surveillance d'Ed Burns, et aussi le meurtre de Snap Bully qui ouvre la saison 1, pareil, inspiré d'un vrai meurtre du même style sur un jeu de dés. Donc les personnages sont aussi inspirés de personnes qui ont réellement existé. Par exemple, Omar est un mash-up de braqueurs
Bunk est la réincarnation d'un inspecteur. Bubble, c'est celle d'un indique qui, dans les années 70, a permis à la police de réaliser des centaines d'arrestations. On peut aussi parler du casting qui a été constitué d'acteurs locaux, surtout des acteurs locaux, avec des apparitions aussi d'anciens responsables politiques ou de policiers. Par exemple, l'actrice qui joue Snoop s'appelle effectivement, comme dans la série, Ferducia Snoop Person. Il y a bien de East Baltimore. D'ailleurs, elle a vendu de la drogue, elle a fait 7 ans de prison pour meurtre. Il y a aussi un ancien maire de Baltimore, Kurt Schmoke, qui est celui qui avait proposé l'expérimentation similaire à Amsterdam sur la dépénalisation des drogues. Il fait une brève apparition dans le rôle du commissaire à la santé publique qui conseille justement au maire d'examiner sérieusement cette proposition. À noter aussi, le dealer qu'avait en son temps chassé Ed Burns joue le diacre dans la série. Donc, il semble que au-delà de l'attrait du réalisme, le côté montrer la réalité, il y a aussi un code de conduite dans cette recherche de l'exactitude pour la série. Il devait y avoir une 6e saison sur le Baltimore latino, mais les collaborateurs estimaient ne pas connaître suffisamment le sujet pour pouvoir faire quelque chose de la même qualité que d'habitude. Donc, on peut dire que la série, qui est quasi documentaire, comme les analyses plutôt des créateurs qui ont été sur le terrain, elle reproduit des histoires qui, si elles se sont pas toutes passées de la façon dont on s'est dit, auraient pu le faire, et elle est tournée à Baltimore avec des acteurs de Baltimore. Donc si c'est une fiction qui colle vraiment à la vérité des comportements. On sait que chaque geste est pesé. Par exemple, dans la première saison, et c'est d'ailleurs raconté dans l'introduction de The Wire d'Amérique sur écoute, qui est un excellent ouvrage, il y avait une scène où Babs, le toxicomane, jetait un joint qu'il n'avait pas fini de fumer, et cette scène a été rejouée parce que un toxicomane pauvre comme Babs aurait gardé le mégot. Donc Elsa, ce qui est assez intéressant quand on regarde cette série The Wire, je parle peut-être aussi en pratiquant de la géographie, c'est cette idée de travailler sur de l'hyperlocal, de comprendre, vous l'avez dit en introduction, quel est le sort aujourd'hui, au début du 21e siècle, de ce qu'on appellerait ces shrinking cities, c'est-à-dire ces villes post-industrielles américaines, comment est-ce qu'elles vivent, comment est-ce que leurs habitants vivent, et c'est, je pense, que ce qu'ont voulu construire les showrunners selon les 5 années. Oui, absolument. En fait, on peut dire que Baltimore fonctionne à la fois comme une loupe et une lorgnette. D'abord parce que donc, le réalisme permet d'aller vraiment en profondeur. Donc on a une plongée vers le particulier, dans le vécu des personnages, jusqu'au détail de leur comportement, qui accroît l'impression de familiarité, la compréhension des individus et de leurs motivations, et qui permet peut-être même une réflexion universaliste sur les affaires humaines. Mais la série utilise aussi Baltimore pour prendre de la hauteur et aller vers le générique. La Baltimore de The Wire est un laboratoire social. Donc là, j'utilise l'expression du sociologue Robert Park, parce que Baltimore est le point de départ d'un discours critique sur le sort des villes post-industrielles, post-fordiennes américaines. Donc pour donner quelques exemples de phénomènes urbains référencés dans la série, je ne vais pas rentrer vraiment trop dans le détail, on peut le faire, hein. C'est pour ça que la série a beaucoup été utilisée à la fac, comme support pour des cours d'urbanisme, de géographie, de civilisation américaine. Donc on pourrait partir de la première saison. Donc dès la première saison, on a la représentation de ce que Loïc Vacan a appelé un hyper-ghetto, c'est-à-dire un espace de ségrégation raciale et économique dans lequel les habitants sont enfermés. Donc il est très difficile de sortir. Cet espace est le résultat de politiques urbaines post-Seconde Guerre mondiale, avec des quartiers de centre-ville pauvres, d'où vont partir dans un premier temps les Blancs, puis les Noirs de classe moyenne, et qui vont être par la suite complètement délaissés des investissements publics et de l'économie salariale. D'une économie parallèle qui se met en place, le commerce de drogue. Et là, on a des références à l'explosion de la consommation du crack dans les années 80 et à la guerre contre la drogue, The War on Drugs. Je ne sais pas si les gens se souviennent du slogan lancé par Nancy Reagan, Just Say No, mais aux États-Unis, c'est vraiment un slogan qui a marqué une génération. Et cette guerre contre la drogue, The War on Drugs, était en fait moins une solution qu'une politique opportuniste qui va être manipulée à des fins politiques d'avancement de pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la guerre à la toxicomanie en tant que problème sanitaire
qui témoigne d'un mal-être de la population, autant qu'il amplifie les problèmes économiques et sociaux avec la violence qui l'accompagne. Mais c'est une politique qui va encourager la police à deux pratiques qui sont très contre-productives. Donc d'un côté, la police va arrêter les consommateurs sans les aider véritablement à sortir de l'addiction. Et de l'autre, la police va faire des opérations spectaculaires pour arrêter les dealers, prendre des photos de kilos de drogue sur des tables, sans s'attaquer au rouage du système, puisque les maîtres de ces réseaux vont rester en place ou seront facilement remplacés. Donc c'est une guerre contre la drogue qui s'approche davantage de l'opération de communication sur la sécurité urbaine et sert l'image des hommes politiques en place. Alors que ces arrestations à tour de bras ont un effet plutôt nocif, sachant qu'elles ont débouché sur une incarcération massive des populations pauvres, et surtout noires et hispaniques. Ce qui bien sûr augmente la marginalisation de ces populations, qui apprennent en prison à être de meilleurs criminels, et où elles sont aussi une main-d'œuvre exploitée. En plus, si elles sortent, elles perdent une partie de leurs droits civiques. D'ailleurs, on a une référence très discrète à ça, avec l'histoire de Cathy, donc l'ancien homme fort de Barksdale, qui se reconvertit finalement en président, gérant d'une salle de sport, de boxe. En fait, il y a une scène où il y a des élections et il dit qu'il ne peut pas voter. En fait, il ne peut pas voter parce qu'il a fait de la prison. C'est exactement ce que Michelle Alexander a décrit dans son livre The New Jim Crow. La guerre contre la drogue, The War on Drugs, est un rouage majeur d'un nouveau système ségrégationniste et même esclavagiste américain. Ensuite, on a quelque chose d'un peu différent dans la deuxième saison. La deuxième saison, d'après David Simon, il l'a dit, illustre la mort du travail. Il s'agit ici de la disparition des emplois industriels. C'est une saison en fait qui est très très springsteenienne, vraiment dans cette tendance de l'Amérique qui travaille et qui subit une dégradation sociale. Donc la série s'ouvre sur des plans d'une ancienne aciérie fermée, Bethlehem Steel, et on s'intéresse au déclin du secteur secondaire, qui lui aussi est un facteur de développement d'une économie parallèle pour les personnages. On peut se souvenir aussi des commentaires de Frank Sobotka, donc le docker d'origine polonaise, qui est aussi à la tête du syndicat, sur le fait que l'Amérique ne produit plus rien. Il se bat pour faire revenir l'emploi au port, en drainant le canal. Mais c'est une situation qui a l'air extrêmement déprimante puisqu'il n'y a pas d'emploi, l'intérêt des politiques n'est pas là et les dockers courent après les heures de travail. Dans cette saison, comme dans la première, et encore plus dans la troisième, donc ça lie vraiment les saisons, on voit comment, au lieu d'améliorer le sort des populations défavorisées, le pouvoir politique encourage le capitalisme de catastrophe avec des réhabilitations qui ne profitent pas aux pauvres, mais qui les déplacent dans des quartiers encore plus isolés, ce qui est rasé ou rénové et transformé en appartements de standing. C'est tout le processus, bien sûr, de gentrification qui est décrit. Au début de la troisième saison, par exemple, on voit les tours qu'on a connus dans la première saison être démolies. Et ça m'a beaucoup fait penser à un documentaire, là pour le coup, un vrai documentaire de 2011, de Pruitt Eager Net, qui raconte une histoire similaire à Saint-Louis en 1976. Et on retrouve ça avec aussi les investissements immobiliers de Stringer Bell et la promenade en bord de mer qui est construite par Kelly, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on est en mer à Baltimore. Bon, enfin, on pourrait résumer tout ça en disant que c'est l'état du lieu d'une dégradation générale de l'environnement urbain et par là du rêve américain pour les classes moyennes et inférieures qui deviennent les pions que le pouvoir politique déplace main dans la main avec les promoteurs pour augmenter la superficie du terrain de jeu capitaliste. On voit d'ailleurs comment la logique du chiffre s'est installée dans la police mais également à l'école. Dans les deux institutions, on manipule les statistiques, les arrestations, les affaires classées, mais aussi les élèves qui vont en cours, leur performance. On enseigne le test, teach the test, et on voit aussi les logiques néolibérales à l'œuvre dans la presse, où la rigueur journalistique ne s'aide pas au sensationnalisme. Alors justement Elsa, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est vrai que moi je connais aussi beaucoup d'enseignants, que ce soit en collège c'est un petit peu compliqué, mais surtout au lycée par exemple, qui utilisent des extraits de cette série-là parce qu'on voit bien le phénomène de gentrification, le phénomène des shrinking cities, le phénomène donc qui sont liés, hyper ghetto et tout ça. Et ce que moi je trouve qui est très intéressant, c'est la narration de la caméra dans la série, c'est-à-dire qu'en fait on voit bien, vous avez dit qu'on passe de l'individu au global et on le voit bien parce que quand on regarde la série, on a une alternance comme ça de plans larges et puis de gros plans. Et donc, on voit bien que tout est lié, en fait, tout forme une certaine globalité.
Oui, absolument. Et justement, enfin, on passe souvent sous silence l'esthétique et la façon dont la série est filmée, mais les personnages sont toujours insérés dans des plans larges. Par exemple, on voit ça dans la première saison, lorsque D'Angelo sort de prison, au moment où il lui rappelle les règles qu'il ne faut pas parler dans la voiture, il est avec Wee-Bey devant un restaurant et en fait on ne voit pas comment on s'y attendrait un dialogue avec un plan sur l'un puis un plan sur l'autre. Non, on a ces deux personnages dans la rue. Et effectivement, la série se donne pour but de montrer comment le sort des individus est lié à leur milieu et ça répond complètement à cette préoccupation d'avoir des plans, des gros plans, puis des plans larges sur les personnages. Et c'est quelque chose qui a été analysé plusieurs fois en étant mis en rapport avec une demande du sociologue C. Wright Mills sur le développement de l'imagination sociologique. C'est-à-dire que grâce à une série, on peut avoir justement cet aller-retour entre les individus et les personnages et montrer comment ils sont déterminés par leur milieu, comment il y a un lien inextricable. Et donc, pour lui, il était important, pour comprendre la société, de comprendre les individus inversement. Et donc, au-delà d'une ambition de divertissement, comme le dit Simon, en fait, à la place d'une ambition de divertissement, la série veut faire réfléchir et pas simplement en raisonnant avec des arguments, mais en rentrant en empathie avec les personnages. Donc, c'est pour ça que les deux aspects sont très importants. Et en cela, en fait, en la revoyant, j'ai pensé à West Side Story, qui est donc une comédie musicale de 61. C'est très très peu connu parce que les gens en général se focalisent sur le fait que West Side Story est une reprise de l'histoire de Roméo et Juliette aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, avec cette représentation de deux gangs, un Irlandais et un Portoricain qui s'affrontent, il y a aussi un commentaire un peu ironique, un peu humoristique sur le pourquoi de la délinquance. Et West Side Story suggère que les institutions qui sont censées traiter le problème aussi criminalisent la délinquance et éloignent encore un peu plus les jeunes du rêve américain. Donc West Side Story met les délinquants dans leur contexte et si des personnes sont intéressées par ce que je viens de mentionner, la chanson qui résume ça, c'est G Officer Krupke, qui est une série, en gros, enfin une chanson qui fait un peu la compilation de toutes les explications qu'on peut avoir, mais les explications qui en fait n'aident absolument pas les jeunes à s'en sortir. Alors c'est vrai, vous venez de dire, hein, ce qui est très intéressant quand on regarde The Wire, ce qui a fait aussi peut-être sa complexité, c'est son approche quasi sociologique. Alors on va peut-être pouvoir en débattre là. Est-ce qu'elle a un regard sociologique? Est-ce que il y a eu de suite la volonté par les showrunners de faire de la vraie sociologie? Alors Elsa, je vous poserai la question. Donc quand on regarde The Wire, est-ce que on peut voir à travers elle un regard sociologique sur la société américaine de cette ville de la côte Est? Je pense que l'intention, même si peut-être Simon et Burns qui ne pensaient pas de cette façon-là, mais l'intention est évidemment sociologique, oui. C'est sociologique par là où la série loge son attention. Donc c'est Baltimore, mais c'est pas Baltimore comme une ville factuelle, c'est un Baltimore comme milieu, encore une fois, comme un milieu d'évolution des personnages. C'est vraiment là où on rentre dans un regard sociologique, puisqu'on va s'intéresser à la mécanique des rapports sociaux, la façon dont le trafic de drogue et le travail policier qui lui répond sont produits, et codifiés aussi. Et en cela, on peut penser vraiment à la première école de Chicago de sociologie qui crée l'écologie urbaine. Pour résumer, donc là aussi, on pourrait vraiment aller beaucoup dans le détail, mais il s'agit de considérer la ville comme un écosystème, un ensemble de relations entre les groupes, donc les groupes ethniques, mais aussi les classes qui ont des intérêts propres. Et donc l'école de Chicago, la première école de Chicago, va fournir un gros travail sur la délinquance et les gangs. Par exemple, la thèse de Frederick Thrasher, sous la direction de Robert Park, qui montre que les gangs sont des organisations sociales. Il n'y a pas de chaos du tout, mais il y a des codes qui sont très très clairs. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Donc, on étudie avec sérieux des professions illégitimes et on fait des parallèles entre le monde des dealers et la police sans faire intervenir un jugement moral. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été beaucoup répété sur The Wire. Il n'y a pas de jugement moral. Il y a beaucoup
de regard curieux sur la façon dont les choses fonctionnent. On peut aussi parler le regard sur la désorganisation sociale et la désaffiliation. Donc le fait que le lieu de la résidence d'une personne est un facteur important dans la probabilité qu'elle puisse devenir impliquée dans des activités illégales. Donc en fait, ces mécanismes-là, c'est des mécanismes sociologiques. Alors bien sûr, The Wire n'en parle pas comme un sociologue le ferait dans un papier, mais c'est malgré tout plus qu'une illustration, une vraie démonstration de ces mécanismes. Oui, donc selon vous qui étudiez, qui connaissez ce qu'est la culture populaire, vous avez travaillé sur ces choses-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur The Wire? Est-ce que ça complète, ça concurrence la sociologie qui se fait à l'université? Oui, alors de toute façon c'est très très intéressant parce que c'est vraiment la question de qu'est-ce que peut une œuvre populaire. En général, on s'intéresse beaucoup aux œuvres populaires parce qu'elles ont un public qui est très large. Et effectivement, il y a des choses que sociologiquement The Wire peut faire que la sociologie ne peut pas faire. Je pense d'abord au fait qu'elle peut imaginer des choses. On a pu dire que c'était de la social science fiction. C'est une expression de la sociologue Ruth Penfold Mounts et ses collègues. Donc c'est une série qui, on va dire, stimule l'imagination sociologique. Et le sociologue William Julius Wilson, qui est le grand défenseur de Wire parmi les sociologues, a dit que la série, je vais le citer, faisait plus pour accroître notre compréhension des défis de la vie urbaine et des inégalités dans la ville que n'importe quel autre événement médiatique ou n'importe quelle publication universitaire, études sociologiques comprises. Donc pour lui, il y a vraiment, oui, il y a une concurrence et The Wire a l'air de s'en tirer mieux. C'est aussi quelque chose qu'a défendu, bon, sans parler bien sûr de Wire, mais de façon beaucoup plus large, Howard Decker, un autre sociologue de Chicago. Les sciences sociales, pour lui, n'étaient pas les seules à permettre de comprendre la réalité. Il y a aussi les œuvres d'art, mais aussi le théâtre, le cinéma, qui proposent autant d'interprétation du monde. Et donc, en plus de cette imagination, c'est aussi au niveau de la globalité des phénomènes étudiés que la série se distingue de la sociologie classique, parce qu'elle permet de voir le tout et ses évolutions sur le temps long. Par exemple, si la saison 1 parle de l'hyperghetto, décrit par Loïc Facan, pour comprendre à quel point il enferme les individus dans leur classe et dans leur ethnie, il faut en avoir fait le tour dans les 5 saisons. Et c'est à ce prix qu'on éprouve vraiment ce que cette fermeture veut dire. Aussi, la série permet de sentir à quel point l'hyperghetto est une création qui a remplacé dans les années 70 un quartier noir plus fonctionnel, car plus hétérogène au niveau de la classe sociale, et davantage fondé sur la solidarité. Et ça, on le sent parce que quand on écoute les personnages de Danny Colvin ou de Bank. Donc la série permet le temps long et un investissement affectif qui fait qu'on a intérêt à comprendre à tous les sens du terme, parce que ça nous intéresse et parce qu'on en tire un bénéfice. Donc le téléspectateur de ce point de vue-là devient un étudiant et d'ailleurs le thème du schooling, l'apprentissage, très présent dans la série. Au-delà, on peut dire que c'est une fiction qui nous familiarise avec des personnages auxquels on s'attache. Et donc elle construit aussi des horizons d'attente et de frustration. Et c'est là aussi qu'on a quelque chose de différent, parce qu'on va avoir un sentiment d'injustice lorsque l'opération échoue. Par exemple, on suit le travail des enquêteurs qui écoutent les dealers, qui réussissent à décrypter leur code, qui passent des nuits, et donc on devient investi dans le processus, et on est convaincu qu'il mérite d'attraper les dealers. La série peut donc indigner, elle peut sensibiliser. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'elle peut faire plus qu'aucun autre article universitaire ne le fera. De ce point de vue, on peut aussi penser à la sociologie lyrique de Andrew Abbott, qui a écrit un papier sur le fait que, c'était en 2007, il faudrait avoir une sociologie qui sort de la narration de chaînes d'événements pour explorer l'affect et le moment. Donc plutôt que de s'abstraire et de rationaliser, mais vraiment plonger dans la réalité des choses. Et enfin, bon, bien sûr, le dernier argument qui est à mon avis d'argument massieux, si on veut défendre le travail sociologique que fait The Wire, c'est une œuvre qui touche un public très très large, et donc c'est un formidable outil de vulgarisation. Évidemment, tout le monde ne lit pas les études sociologiques, mais bon, tout le monde regarde des séries, ou presque. Je pense qu'il y a encore quelques résistants, mais bon, c'est quand même très très largement partagé. Et c'est pour ça que The Wire a aussi été enseigné à la fac, parce que c'était une accroche assez facile.
Et d'ailleurs, il y a un gros clin d'œil à cet aspect-là dans la saison 4, lorsque Danny Colvin demande au sociologue qui essaie des pédagogies alternatives sur les élèves les plus difficiles du lycée, quand il lui demande ce qui arrivera si l'expérience ne peut plus continuer parce qu'il n'y a plus de fonds et que les institutions ne la soutiennent pas, la réponse du sociologue c'est ça sera un fantastique article de recherche. Et Colvin est vraiment atterré, il dit super, on va étudier ton étude. Donc bon, ça pourrait être perçu comme un peu arrogant, mais pour nuancer, il faut dire que la série ne prétend pas avoir tout compris ou faire tout mieux que tout le monde. C'est une série qui montre vraiment la complexité des choses sans prétendre avoir la solution. Et c'est aussi ça qui a attiré des critiques. Oui, justement, hein, c'est ce qui a fait à la fois peut-être sa force, mais aussi sa faiblesse de cette série-là. Ce point de vue qui se veut à la fois global et en profondeur, parce que, bien sûr, certains esprits chagrins y ont vu des oublis de certains aspects qui n'ont peut-être pas été traités. Alors, vous l'avez dit, il y aurait eu peut-être une saison 6 sur les côtés latinos qui n'a pas été faite, donc ça, c'est, j'allais dire, c'est peut-être plus assumé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas présentes dans The Wire ? Oui, absolument. On a beaucoup reproché à The Wire de ne pas montrer les associations de résidents des quartiers pauvres. En fait, il y a eu une vraie joute sociologique entre, d'un côté, William Jarvis Wilson, Anmol Challa et Sudhir Venkatesh, et puis de l'autre, Peter Dwyer, qui est un professeur de sciences politiques, et John Atlas, qui travaillait dans le logement social, dans la revue scientifique Descent. Et le gros reproche des seconds, c'était que The Wire était trop cynique. Donc, à quoi bon si on n'arrive pas à changer de institution, ça n'apporte rien au débat, ça n'améliore pas Baltimore. Et aussi donc l'oubli complet à la fois des résidents pauvres qui n'étaient pas dans le trafic de drogue comme personnages. Parce que c'était oublier toute une partie de la population, donc pour le réalisme c'était un peu juste, et aussi parce que c'était justement une population qui pouvait donner espoir. Alors il y a eu des corrections de ce côté-là. Au début, Simon était beaucoup plus négatif sur la série et sur les possibilités de faire évoluer l'action. Et puis on a eu le sentiment, alors ça s'est passé, je crois, ça s'est passé après les critiques, mais on a eu l'impression que tout d'un coup, il se focalisait plus sur l'action, il était plus positif sur les possibilités de changer la situation. En 2015, il a été invité par Obama à la Maison-Blanche. Alors, Obama avait dit lors de sa première campagne que The Wire était sa série préférée et Omar son personnage préféré, donc il y avait un peu une logique. Mais c'était donc un entretien qui avait pour but de voir ce qu'on pouvait faire, évidemment, avec un président de la République. Donc il y a une conversation filmée qu'on peut retrouver sur YouTube sur les déviances de la guerre contre la drogue et les solutions envisageables. Et bon, c'était quand même un gros revirement pour Simon, qui avait toujours été assez négatif quand il présentait The Wire, et quand on se rend compte que le poster de campagne d'Obama c'était Hope, là il y avait vraiment un gros changement. Et puis il faut dire aussi que plusieurs des acteurs de la série se sont mobilisés et ont créé une organisation communautaire, Rewired for Change, qui essaie de corriger le tir. Alors Elsa, justement, ce qui est intéressant quand on s'intéresse de plus près à The Wire, à sa construction narrative aussi, c'est une sorte de métaphore qu'on peut voir, et je pense tout au long de la série, c'est une métaphore qui met en avant le jeu d'échecs. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, alors c'est une métaphore qui est très évidente. Elle arrive dès le début de la première saison, dans le 3e épisode, où on a D'Angelo Barksdale qui explique les règles des échecs à Wallace et Brody, les petits dealers au coin des rues. Et il compare les pièces du jeu au lieutenant du clan Barksdale. Donc bon, c'est très très fléché comme clé de compréhension, d'autant que le trafic de drogue est appelé The Game. Donc ça veut dire le jeu, mais ça peut aussi vouloir dire la partie. Et The Game, c'est aussi une expression qu'on retrouve dans la série pour parler des jeux de pouvoir politique.
Donc ça crée un parallèle évident entre les trafiquants et la police. Il y a des pions des deux côtés qui ne savent pas pourquoi on les déplace. Mais bon, c'est souvent pour protéger le roi qu'on les déplace. Par exemple, dans la première saison, c'est quelque chose qu'on découvre avec le personnage de Lester, qui a été déplacé dans la section du Mont-de-Piété parce qu'il est gêné et qu'il fallait protéger une autorité plus importante. Mais on manipule aussi les dealers. Les dealers du niveau de, par exemple, le D'Angelo Barksdale, on leur donne des territoires plus ou moins importants en fonction de la confiance qu'on a en eux. Donc c'est une métaphore qu'on retrouve de part en part jusqu'aux épisodes de la fin de la 5e saison, avec au moins une étape qui est assez marquante, je pense, à la fin de la 4e saison, lorsque Bobby discute avec McNulty et constate que malgré son respect des règles, on continue à le manipuler comme un pion. Donc cette métaphore est intéressante parce qu'elle renforce le parallèle entre le monde des dealers et celui de la police. Il y a deux principes surtout qui sont communs. La hiérarchie. Alors, Cedric Daniels dit souvent chain of command pour parler de la hiérarchie. Et puis, il y a aussi les règles qui régissent les différentes institutions. Il y a d'ailleurs de nombreuses scènes en miroir. Par exemple, le tandem comique que forment Herc et Carter, côté policier, trouve un écho avec Brody et Pooh. Ils se retrouvent d'ailleurs dans une scène mémorable au cinéma. Ils se quittent en se disant « à demain », comme s'ils étaient des collègues de travail. Bon, c'est un peu comme si les pions sympathisaient là. Mais il ne s'agit pas de dénigrer la police par ce parallèle. Il ne s'agit pas de la représenter comme un monde pourri. Au contraire, cela tend à dignifier le trafic de drogue comme une institution professionnelle avec sa morale et ses limites. Par exemple, il y a la trêve du dimanche. On ne va pas tuer des gens le jour du Seigneur. Il y a la différence entre un meurtre et un assassinat. Il y a la protection du clan, de la famille. Voilà. Cette omniprésence des règles est aussi un élément savoureux parce qu'on les apprend en fait en tant que téléspectateur en même temps que certains personnages. Et c'est un autre facteur d'investissement en plus de l'empathie. Par exemple, dans la saison 1, donc la scène dont on a déjà parlé, Weebay rappelle à D'Angelo qu'on ne doit pas parler dans la voiture. Ensuite, D'Angelo apprend à Wallace à fragmenter ses transactions parce que la police pourrait sinon prendre des clichés de l'opération complexe. C'est qui montre que aussi les règles des uns sont calquées sur les procédures des autres. Et à la fin de la saison, c'est Pooh qui va apprendre aux petits nouveaux à prendre l'argent et donner la dose de drogue en échange dans le même mouvement. Donc c'est toute une éducation qui fait l'objet d'une valorisation d'ailleurs dans l'expérience pédagogique de la 4e saison lorsqu'il est demandé aux Corner Boys d'expliciter toutes ces règles apprises dans la rue. C'est aussi le cas d'ailleurs des toxicomanes ils ont aussi des règles. Babs parle aussi de schooling, donc d'apprentissage, quand il parle de son attitude par rapport à Johnny, c'est son mentor. Mais ces règles-là ne leur permettent que de survivre, notamment en évitant l'overdose. Mais bien sûr que s'il y a des règles à suivre, ça veut dire qu'il y a aussi des personnages qui vont les enfreindre. Soit parce qu'ils ne les connaissent pas, soit parce qu'elles ne leur plaisent pas. Et donc, si on les enfreint quand on les connaît, c'est plutôt pour deux raisons. D'abord, parce qu'on peut vouloir privilégier un intérêt personnel au lieu d'un intérêt collectif. Mais c'est aussi parce que peut-être on se rend compte que les règles sont contre-productives. Donc dans le premier cas, on a Stringer Bell qui essaie de changer les règles du trafic de drogue pour le transformer en business. C'est un homme d'affaires, il va prendre des cours de macroéconomie à la fac. Mais le problème avec Stringer Bell, c'est qu'il est victime de son hubris. Il trahit son clan, il ordonne le meurtre de D'Angelo, il trahit Evan. Il finit par mourir en tombant à travers une baie vitrée qui représente de façon très symbolique, je trouve, son ambition d'être le roi de la ville, puisque cette baie vitrée, elle est liée au code visuel de la contemplation monarchique, avec donc Singleberg qui surplombe la ville, qui domine au sens de position de pouvoir. Et d'un autre côté, donc le côté trahir, aller enfreindre les règles parce qu'on trouve qu'elles ne marchent pas, on a McNulty et Colvin qui enfreignent les règles parce qu'elles ne mènent nulle part, qu'à rejouer la même partie. Donc les arrestations des petits dealers ne servent pas à arrêter le trafic de drogue, donc comme on a expliqué un peu pour The War on Drugs, mais à faire du chiffre pour la police, qui peut mettre de la drogue sur la table, drogue qui sera photographiée par les médias, et cette démonstration de force et de pouvoir servira au pouvoir politique, qui pourra non pas vraiment s'exercer, mais se renouveler en gagnant de nouvelles élections. D'ailleurs, on peut dire que c'est exactement l'étymologie de statistique en tant que principe de déchiffrement des forces constitutives d'un État, comme l'a noté Julien Hachemcham.
À l'origine, le mot vient de l'italien statista, c'est-à-dire homme d'État. Donc la statistique, c'est la démonstration, la régénération d'un statut. Elle n'est pas là pour faire changer les choses, mais pour confirmer les rôles. Donc c'est vraiment une partie qu'on joue, mais sans un véritable changement à la fin. Mais si on file la métaphore un peu plus loin, donc on a parlé des règles, mais il y a aussi les pièces de l'échiquier qui sont importantes, puisqu'elles ont un rôle assigné auquel elles ne peuvent échapper, quelles que soient leurs intentions d'ailleurs. C'est surtout visible avec Carl Kelly, qui est donc la personne qui se présente comme maire et qui finit par devenir, qui promet un vent nouveau, qui a l'air de vraiment croire au changement, mais il se retrouve à endosser le costume de maire et à devoir répéter les actions de son prédécesseur. Donc de ce côté-là, la position sociale ne change absolument rien, il y a du tragique en haut et en bas de l'échelle. On n'est peut-être pas un pion, mais on est une pièce sur l'échiquier. Et c'est d'ailleurs ce que comprend Bodhi lorsqu'il dit qu'il est un pion et qu'il ne pourra jamais gagner, même en respectant les règles. La métaphore du pion, elle marche parce que l'ascension sociale n'est qu'une illusion dans le monde de la drogue comme dans la société légale. Le destin de Bodhi est tragique et je pense que la dimension tragique, là aussi on pourra en parler pendant des heures, mais c'est quelque chose qui a été souligné par David Simon d'un côté plutôt positif et côté plutôt négatif par Zizek, le philosophe, dans une conférence où il confirme l'aspect pessimiste de la série, parce qu'évidemment, si la série montre que les échecs sont une façon de comprendre ce qui se passe, les échecs sont en jeu, mais là on ne parle pas d'un jeu fictionnel. Si c'est ce qui se passe pour les gens qui vivent dans Baltimore, quand on perd, on peut mourir. Donc c'est quelque chose qui a été expliqué très très bien par Ariane Houdlier dans l'Amérique sur écoute. Pour Roger Caillois, le jeu se défini par un accord, une suspension de scepticisme, on va dire, pour partager une réalité seconde. Or, pour The Wire, le jeu est la seule réalité. Donc, ça veut dire que la réalité est déréalisée, l'humain est déshumanisé, dévalorisé, dans un système capitaliste néolibéral où les corps sont remplaçables, comme on nous le montre pour les dealers, mais aussi pour les prostituées au début de la saison 2. Donc, tous ces humains sont traités en fait en statistiques dès le début. Et bien sûr, grâce à ça, on peut voir que la série dénonce l'économie ultralibérale et post-industrielle déshumanisée, en montrant sa déconnexion avec le réel et la violence de cette déconnexion. Donc c'est pas exactement optimiste, il est vrai, quand on regarde la série sous l'angle des échecs. Mais pour moi, c'est quand même malgré tout, même si ça fonctionne très bien, c'est quand même malgré tout une fausse piste, les échecs. Je suis pas la seule qui le dit. Ça a été montré par Mathieu Pot-Bonneville, qui dit que en fait, le jeu d'échecs, c'est exactement tout ce que la série n'est pas. D'ailleurs, on peut voir des pièces du puzzle qui changent de statut. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à quitter le jeu. On pourrait citer Neyman, par exemple, qu'on voit à la fin dans un concours d'éloquence. Cathy, qui devient donc entraîneur de boxe. Bob, qui se sort de la toxicomanie. Rhonda Perlman, qui devient juge. Et d'une autre façon aussi, Prez Belowski évolue. Au début, c'est un mauvais flic, même complètement ridicule. Il passe donc de ce statut au statut de bon flic qui déjoue les codes des dealers, puis il devient prof, et même si en tant que prof il trouve encore une institution contre-productive, il développe un lien avec les élèves qui transforme sa fonction et sa productivité. Donc c'est une trajectoire qui est proche de la rédemption, comme celle de McNulty, et c'est pour ça que finalement les échecs, c'est une clé assez limitée pour comprendre la série. Alors, il y a une autre chose très intéressante, je trouve, quand on regarde The Wire, une autre référence qui fait d'ailleurs partie aussi du mythe américain, de la culture populaire américaine, c'est le western. Justement, alors vous allez me dire, western, ça engage le terme vers l'ouest, la conquête de l'ouest, là on est à Baltimore, c'est sur la côte est, mais je pense que c'est plutôt vraiment une série sur les mythes américains. Alors, est-ce que Elsa, le western, c'est une référence avouée par les showrunners de The Wire? Alors, absolument. Et vraiment, ça, c'est en regardant la série quelque chose qui m'a frappé. Bon, alors, je sais pas si... je pense pas que ce soit voulu, mais bien sûr, c'est l'ouest de Baltimore. Mais bon, on avait déjà
Enfin, je pense qu'on perçoit bien ce code lorsqu'on voit le personnage d'Omar. Et souvent, c'est un code qui est dans les articles, dans les livres, très bien vu pour ce qui est du duel entre Omar et Boromir dans la 3e saison, et pour juste le personnage d'Omar. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de tout à fait pertinent à utiliser le code du western dans une série qui est sur les institutions américaines. D'abord, le western, ça a été un genre cinématographique qui a été défini comme le genre américain par excellence. C'est André Bazin et Jean-Louis Rieux-Pérou qui le disaient. C'est complètement logique que la série s'en inspire, parce que justement, le western, c'est une mythologie américaine centrale. C'est un genre qui est sur les institutions américaines et sur la frontière, c'est-à-dire la conquête de la sauvagerie par la civilisation et aussi les relations d'individus aux institutions. C'est un genre qui donc montre la confrontation entre la sauvagerie sur la frontière, la ligne d'avancée de la civilisation, qui fait des hommes des Américains pétris de démocratie et d'esprit d'initiative. Et dans le western, on a une opposition donc très forte entre civilisation et sauvagerie, qui a été longtemps utilisée de façon idéologique pour justifier le pouvoir américain, et présenter l'histoire de la nation de façon téléologique, où le massacre des Indiens et la destruction écologique de l'Ouest, c'est pas grave, c'était inévitable, parce que la fin de la civilisation justifie les moyens, en gros. Mais il y a aussi, et ça peut-être que on a moins conscience d'habitude, mais dans le genre du western, il y a aussi une tradition d'anti-western. Et ces anti-westerns vont faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont poser la question de la nature de la civilisation américaine, qui est imposée à l'ouest, mais qui est définie aussi à l'est, et des institutions qu'elle amène avec elle lorsqu'elle conquiert un territoire, c'est-à-dire la justice, l'armée, les fameuses tuniques bleues, le capitalisme, avec le chemin de fer surtout, mais aussi avec les médias, et la reproduction des inégalités sociales et ethniques de l'Est, voire même d'ailleurs leur amplification, comme par exemple on peut le voir dans The Oxbow Incident, La prisonnière du désert, ou L'homme qui tua Liberty Valance. D'ailleurs, L'homme qui tua Liberty Valance, c'est avec La Horde sauvage de Wild Bunch, un des films références de David Simon. Il a d'ailleurs lui-même mentionné le western dans l'introduction de Truth Be Told. Alors quand on connaît Liberty Valance, L'homme qui tua Liberty Valance, c'est évident, parce que c'est l'histoire d'un sénateur qui doit son pouvoir à une légende. La légende dit qu'il a tué, c'est l'homme qui a tué Liberty Valance, et Liberty Valance était un tueur qui représentait les éleveurs du nord de Shinedown et terrorisait les bonnes gens. Or, la vérité, c'est que ce n'est pas le sénateur Ransom Stoddard qui a tué Liberty Valance, mais Tom Doniphan, qui est joué par John Wayne, et qui est un homme du vieil Ouest, qui s'embarrasse que de la loi. Donc, en gros, toute la carrière du sénateur est fondée sur un mensonge. Et même s'il le révèle à la presse lors de l'enterrement de Tom Doniphan, la presse décide, et c'est une réplique très célèbre, de ne pas corriger cette histoire, parce que lorsque la légende est plus belle que la vérité, on inscrit la légende. Donc c'est clairement lié à la critique de la presse et comment elle sert les intérêts des politiques en perpétuant le cycle de la violence, et donc c'est là aussi très clair dans The Wire. Mais la critique classique des institutions américaines dans les westerns est aussi que trop de civilisation nuit à la civilisation, et que les institutions de l'Est deviennent à terme corrompues. Or, c'est exactement ce qu'on a dans The Wire, une dégradation d'un territoire déjà conquis, et c'est une piste qui est confirmée par David Simon, qui dit que pour lui, le policier a pris le relais de la mythologie du western et que la ville a remplacé l'Ouest. Alors justement, Elsa, peut-être que les esprits chagrins pourront dire, mais Elsa Grassi nous dit que ça rappelle le western, ça fait penser le western, mais on n'est pas dans l'Ouest, on n'est pas avec des colts, on n'est pas dans tout un imaginaire collectif sur le western. Pourtant, si on étudie plus en détail, on voit que la plupart des éléments constitutifs d'un vrai western, j'allais dire, tel qu'il s'est construit dans l'imaginaire collectif américain et même européen, ils sont réunis dans The Wire. Oui, absolument. Ouais. D'abord le lieu, alors évidemment c'est pas à l'ouest, mais si on comprend l'ouest comme le lieu de la sauvagerie, l'état sauvage, The Wire est un western au sens où par exemple The Walking Dead est un western. C'est-à-dire que
au lieu de trouver un territoire vierge à coloniser, on se retrouve avec une zone qui a progressivement été abandonnée par la civilisation. Donc c'est une poche de sauvagerie dans un monde civilisé. D'ailleurs, les 22 meurtres de Chris et Snoop sont cachés dans les maisons abandonnées, qui sont le signe d'un désinvestissement des services publics, mais qui font aussi penser aux ghost towns des westerns. Donc on a en fait un retour à l'état sauvage. On revient. Du point de vue temporel, c'est exactement la même chose, on a une dégradation. Alors, en général, il faut dire que dans le western, on a une vision téléologique, progressiste, avec le passage d'un ordre ancien à un ordre nouveau, et d'une temporalité cyclique à un temps linéaire, un temps d'histoire. Et le but, les enjeux des westerns, c'est passer de l'état sauvage, destiné à devenir le passé, à la civilisation, à la modernité qui représente l'ordre et la justice. On a là, en fait, un renversement qui est structurellement la même chose, mais à l'envers. Parce que dans les westerns classiques, donc le passé est négatif, la modernité est positive. Or ici, dans The Wire, on a eu un âge d'or à Baltimore qui s'est retrouvé perdu, dégradé. Donc, on le perçoit à travers deux types de discours précis. Il y a ceux sur le quartier du West Side qui formaient avant une communauté unis et solidaires, et ceux sur les dockers qui avaient avant beaucoup plus de travail grâce à l'industrie. Donc on a parlé de Bethlehem Steel, par exemple, qui a été fermé. Pour Frank Sobotka, avant on produisait de la valeur aux USA, au début du XXIe siècle, on vole dans la poche du voisin. Donc c'est un western à l'âge de la mort du rêve américain, ou plutôt, comme David Simon le répète, à un âge où certains groupes en sont systématiquement exclus. Donc c'est un western de post-civilisation, pas pré-civilisation, mais post-civilisation. Et donc je disais qu'on est censé passer d'un temps qui est un temps cyclique à un temps linéaire historique. Or là, on a l'inverse. C'est-à-dire on est revenu à une temporalité cyclique. À partir de la dégradation, donc on rentre dans un éternel retour, qui est vraiment ce deuxième aspect du western. Dans l'ordre ancien des westerns, donc l'ordre des hors-la-loi, des Indiens, j'emploie le terme comme stéréotype pour bien faire la différence entre Amérindiens et Indiens stéréotypés. Donc, dans l'ordre ancien des westerns, on a un temps cyclique qui est un cycle éternel de la violence fondée sur l'honneur, qui doit être vengé, exactement comme on l'a avec les dealers qui doivent se faire respecter et, même s'ils ne sont pas menacés, au moins envoyer des messages en faisant disparaître ceux qui ont osé leur manquer de respect. Donc, dans The Wire, on voit que la violence, comme dans le western, engendre la violence. C'est aussi quelque chose qui est très bien démontré dans La prisonnière du désert. Donc, en principe, le passage à la civilisation correspond au passage à la justice et à la paix qui permet à chacun de prospérer et de contribuer à un ordre économique. C'est clair que la violence, c'est mauvais pour le business. Et là, on retrouve la position de Singlebell, qui est un dealer progressiste, en partie du moins parce qu'il injecte un semblant de démocratie dans le Wild West de Baltimore, qui essaie d'imposer un ordre au débat, et parce qu'il voudrait juste qu'il y ait moins de meurtres pour que la police laisse les dealers faire leur business. Donc, au lieu d'avoir un changement avec la civilisation d'un ordre cyclique à un ordre historique, dans The Wire, les institutions qui sont censées faire advenir la civilisation sont elles-mêmes emprisonnées dans un temps cyclique. Donc ceux dont on a parlé, des arrestations pour produire des bases statistiques qui permettent la reproduction du pouvoir et ne délogent pas les personnes à la tête de trafic de drogue. C'est pour ça qu'on continue de voir, même à la fin de la série, la reproduction des rôles sur plusieurs générations. Donc, on voit ça avec Frank Sobotka, qui est suivi par Ziggy Yenek, Wee-Bey, qui est suivi par Neyman, Michael, qui est le nouvel Omar, et The Crown, qui est le nouveau Bobance. On a une répétition dans les générations parce que c'est le même temps cyclique. On peut même voir une dégradation dans le cycle des dealers, puisque Marlowe est pire que Avon, qui était juste un gangsta, c'est ce qu'il dit, mais qui respectait quand même une certaine morale pour son clan. Donc toutes les règles dont on a parlé sur la trêve du dimanche, le soutien à la famille. Et d'ailleurs, dans la saison 5, Proposition Joe dit au sujet de Marlowe, il n'est pas simple à civiliser ce salaud. Donc dans la version originale, c'est Ants easy civilizing this motherfucker. Donc on peut dire que l'ouest de Baltimore au début du XXIe siècle est un nouvel ouest où se rejouent les problématiques de la nation américaine. Comment, pour garder des institutions démocratiques, sachant qu'elles finissent par être corrompues, on peut essayer de régénérer le système. Et la réponse dans de nombreux westerns, c'est qu'il faut une personne qui appartienne à l'ancien ordre
dont la violence permet de régénérer la civilisation. Et dans The Wire, cette personne, je pense, de la façon la plus manifeste, c'est Omar. Donc il est assez facile à associer au western, et on l'a souvent fait par son apparence. Il porte un manteau, il se promène dans des rues désertes avec un fusil. Dans la saison 3, il est vraiment filmé comme un hors-la-loi de western. Il est balafré. Il annonce sa venue en sifflant la comptine de Father in the Dales, qui est très très cinématographique. Mais surtout, c'est un hors-la-loi héroïque, parce qu'il incarne une morale individuelle, une loi intérieure. L'expression qui revient dans sa bouche en salle de bain, c'est « a man got to have a code », il faut avoir un code quand on est un homme. Donc si Omar va voir la police, c'est pas parce qu'il trahit, c'est parce que le clan Barksdale s'en est pris à son amant. Donc il réagit par amour, par loyauté, à cause de son code interne, puisqu'on a touché à son sacré. On peut aussi voir ça dans McNulty, à un certain niveau. Il a aussi sa propre loi, et c'est pour ça qu'il peut transgresser la hiérarchie et qu'il choisit de créer un tueur en série. C'est pas parce qu'il veut trahir, c'est parce qu'il veut vraiment travailler comme un vrai policier. Donc tous les deux, Omar et McNulty, répètent dans les dernières saisons qu'ils n'agissent pas pour l'argent. Et c'est la ligne, à mon avis, entre les bons et les méchants, s'il y en a une dans The Wire. Les bons travaillent fonctionnent sur une morale interne, et les mauvais sont motivés par l'argent. Donc par exemple, Stringer Bell, qui d'un côté essayait de civiliser le trafic de drogue, est un personnage qui agit pour l'argent et qui trahit son clan. Cette opposition, on la voit aussi parce que donc, Omar est un Robin des Bois, il est généreux pour ceux qui sont dans le besoin, et il ne braque que les dealers. De ce côté-là, il y a un écho qui est très fort dans l'histoire des westerns, c'est Jesse James. Donc Jesse James, pas le personnage historique, mais le personnage des westerns, défendait sa communauté agrarienne contre les industriels corrompus de la compagnie du chemin de fer, donc contre le capitalisme. Et Omar a en plus de ça une dimension mythique parce qu'il transcende les codes de la masculinité. Il est homosexuel, mais il n'est pas efféminé, et il fait peur aux enfants même en kimono de soie. D'autant plus qu'il est associé à Bocci, qui est un aveugle qui dit voir trop de choses, un peu sur le modèle de Tiresias. Donc de ce point de vue, à cause de ces références au western, The Wire ne représente pas une vision statique et cyclique de la société américaine, mais dénonce les institutions qui ont perdu de vue l'intérêt public et le sens de la communauté. Pour moi, ces références indiquent que la série se situe au niveau d'une critique idéologique qui nie les grands récits américains triomphalistes, l'ascension sociale, le progrès économique, et elle les présente comme des constructions négatif en partie, et plaide pour la revalorisation de la réalité des Américains ordinaires. Donc pour moi, la présence du code du western indique qu'on va s'attaquer aux représentations de l'américanité. Qui a le droit de jouer dans la société américaine? On revient là au premier épisode avec Smart Bully. Il y a certains qui ont le droit de jouer, il y en a d'autres pas forcément. Alors justement, par rapport pour continuer sur ce travail sur le jeu d'échecs, sur les pions, on pourrait évoquer peut-être rapidement pour cette dernière question, qu'est-ce qu'il en est de cette série The Wire? Est-ce qu'on peut la qualifier de série blues? C'est-à-dire, est-ce que l'idée c'est finalement de redonner une certaine dignité à ce que vous avez appelé pion, à ce qu'on pourrait appeler des 100 grades? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là visible dans la série? Pour moi, c'est une clé qui est très convaincante. On n'a pas parlé encore du générique de la série qui revient à chaque saison sous une forme légèrement différente. Le titre original, c'est donc Way Down in the Hole, et c'est à l'origine une chanson de Tom Waits. C'est stylistiquement un blues. Bon, même si formellement c'est pas exactement ça. Mais pour moi, si on parle de répétition de parties, si on parle de temporalité cyclique, le blues c'est une façon de sortir de cette temporalité. Et grâce à cette clé, on peut donner un nouvel éclairage à la série parce que le blues, bien sûr un genre afro-américain, c'est une histoire de résilience. Typiquement, les paroles d'un blues, d'abord elles sont à la première personne, donc c'est l'individu, donc bien sûr ça répond à ce souci de comprendre les personnages dans la série, mais c'est aussi des paroles qui parlent de problèmes quotidiens et de comment, malgré toutes nos difficultés, on continue à vivre.
Spécifiquement, les paroles de Way Down in the Hole parlent du fait qu'il faut tout faire pour que le diable reste dans son trou. C'est ça qui est signifié par Way Down in the Hole. Et ça pourrait correspondre à l'histoire de la police, c'est-à-dire réduire au maximum les mots de la cité, les contenir, puisqu'on ne peut pas les faire disparaître. Mais c'est surtout pour moi l'histoire de Bubbles, qui est un des arcs narratifs principaux. Bubbles n'est pas exactement un personnage de western, quoi qu'il puisse faire penser à Sparks dans The Oxbow Incident. Donc Sparks, c'est un personnage très élégiaque de prêtre, diacre, bon, c'est pas trop afro-américain, qui est le témoin de l'action dans The Oxbow Incident. L'action, c'est le lynchage de 3 innocents qui sont supposés avoir volé des bêtes. Et donc, Sparks est un personnage qui s'oppose au lynchage, mais surtout, c'est le seul qui ne détourne pas le regard lorsque la pendaison a lieu, et c'est le seul qui prie devant les corps. Et pour moi, Bubbles est un peu ce type de personnage, c'est un témoin qui apporte une spiritualité certaine à la série. Il a aussi un côté picaresque, parce qu'il traverse tous les mondes de la série en étant indique, et on peut même peut-être y voir ici une variation du héros mythique sur le modèle de Joseph Campbell, qui va traverser des épreuves, descendre aux enfers et revenir au monde des vivants. Descendre aux enfers, c'est facile de trouver ça dans la vie de Bubbles, puisque c'est la traversée de l'addiction surtout, mais aussi plus ponctuellement, c'est le personnage qui va traverser Amsterdam, donc l'expérimentation de dépénalisation du trafic de drogue. Et il y a une scène qui est très marquante où on voit Amsterdam par ses yeux. Et à ce moment-là, on ne voit pas le problème est réglé puisque tous les dealers et tous les toxicos sont dans un coin de la cité où ils n'embêtent pas les bonnes gens. Mais on voit le coût humain de cette expérimentation, le fait que les toxicomanes sont donc dans un cercle qui nourrit encore plus leur addiction. Donc d'abord, c'est celui qui voit ce que dans la cité on essaye de faire disparaître. Et c'est un personnage de blues parce qu'il est résilient. Il tente sans relâche de survivre et d'aider à survivre. Il a des protégés qu'il ne peut pas sauver. Puis il décide de se sauver lui-même en assistant aux réunions des Narcotics Anonymous, mais aussi en ayant toujours un petit boulot. Alors d'abord, il a des combines illégales, puis infralégales, comme vendre des t-shirts, puis des emplois légaux, comme cuisinier. Et à la fin de l'histoire, il va regagner sa dignité symbolique en faisant l'objet d'un portrait de Baltimore Sun, qui rend aussi de la dignité au journaliste qu'il a écrit d'ailleurs, parce que c'est un vrai travail d'enquête pour une fois, même si c'est pas le style d'article qui va aider le Baltimore Sun à gagner des prix. Donc cet article le rend fier et fait accéder Bubbles, après avoir passé des mois dans le sous-sol de la maison de sa sœur, à la salle à manger. C'est pas dit clairement, mais c'est ce qui est suggéré par la séquence de fin en accolade, où on a en gros un panorama sur la ville et sur la vie qui continue dans le tout dernier épisode. Alors c'est bien sûr une mise en abîme de la série et de ce qu'elle peut faire pour les oubliés de l'Amérique. Dans une scène précédente d'ailleurs, Bubbles, qui lisait la dernière version de l'article avant publication, faisait part de son incompréhension au journaliste qui lui présentait donc son papier et lui demandait ce que son histoire pouvait bien avoir d'intéressant. Et la réponse du journaliste, c'est les gens vont le lire, ils vont réfléchir et ils verront peut-être les choses différemment. C'est exactement ce que se proposait David Simon de faire. Donc, symboliquement, l'article redonne son vrai nom à Bobs, c'est-à-dire Reginald Cousins, et on peut voir en cela la marque du fait qu'il n'est plus un pion anonyme. D'ailleurs, de ce côté-là, la série donne Omar vainqueur contre Marlowe, qui est presque son anagramme, dans la dernière saison, puisque Marlowe, qui se retrouve à la rue, enfin dans la rue, en costume après une réception, n'est pas reconnu par les gens qui sont dans le coin, alors qu'il continue à se souvenir d'Omar et à magnifier sa légende. De la même manière, c'est en redonnant son nom, Larry, au SDF qu'il avait manipulé d'ailleurs comme un pion, pour construire un faux tueur en série, que McNulty obtient une rédemption. Après l'avoir appelé Donald, qui est un prénom sur une carte d'identité qui n'était pas la sienne, donc il l'appelle Larry jusqu'à la fin de la dernière saison, pardon.
Et donc la boucle est bouclée, puisque c'est la dernière scène de la dernière saison, et c'était aussi la première scène de la première saison. Dans la toute première scène de la série, McNulty s'était étonné et même offusqué que la victime du crime pour lequel on l'avait appelé était connue sous le nom de Snot Boogie, ce qui veut dire le morveux. Il disait, on peut s'imaginer que sa mère s'est donné la peine de lui donner un vrai beau nom, puis un jour, juste 5 minutes, il a la norme morve au nez, et bim, il devient le morveux pour toute sa vie. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est reflété dans la façon dont la scène est filmée. Au tout début de la série, on est dans le domaine de l'indéfini. On voit une traînée de sang, on voit les lumières d'un gyrophare, on voit des mains qui ramassent des douilles, puis on entend la voix de McNulty et on le voit de haut, puis il demande le nom de la victime. Et donc ce faux nom, Snot Boogie, c'est un peu indéterminé, ça pourrait être n'importe qui, c'est arbitraire. Or, la série va vraiment retracer l'itinéraire de l'indéfini et de l'inconnu au défini, au familier, jusqu'à redonner donc son nom à Bubbles et son nom à Larry. Les dernières paroles prononcées par McNulty sont vraiment symboliques de ce côté-là, puisque donc on le voit regarder toute la ville, et avant de repartir en voiture avec Larry, il lui dit « Let's go home », c'est-à-dire « rentrons à la maison ». Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait comprendre comme le reflet du processus qu'a été la série, puisqu'en suivant les 5 saisons, on a appris à connaître les personnages et on connaîtra peut-être à la fin, pour certains, leur vrai nom. Si on l'utilise, on leur redonnera de la dignité. Donc la série, à mon avis, même si elle est très répétitive, même si elle montre qu'il y a des institutions qui répètent toujours les mêmes choses, redonne de la dignité aux pions en leur donnant un nom. Donc, ce qui s'est passé en regardant la série, c'est qu'on est rentré dans un rapport affectif avec Baltimore, qui n'est plus juste un ensemble de statistiques, de règles, un échiquier, mais l'endroit où vivent les personnages, home, c'est-à-dire chez soi, la maison, et c'est donc l'endroit en tant qu'il nous appartient, mais aussi un peu l'endroit en tant qu'on lui appartient. Et je pense qu'à la fin, le téléspectateur aussi finit un peu par appartenir à Baltimore. Elsa, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion rapide sur finalement tout ce qu'on a vu sur The Wire ? Oui, ça va être difficile. D'abord, je pense à l'ouvrage qui est sorti sur la série, alors qu'elle avait, je crois, seulement 2 saisons à son actif, Truth Be Told, qu'on pourrait traduire par à dire vrai, pour que la vérité soit dite. Je pense que c'est une série qui se pose vraiment la question de comment faire pour dire le vrai, comment rétablir la vérité, même avec une fiction. Et je pense que c'est une série qui démontre de façon assez convaincante qu'avec une fiction, on peut rétablir une vérité, et je pense que ça peut alimenter le débat sur la valeur critique et politique d'une œuvre de culture populaire qui passe donc par l'implication émotionnelle des spectateurs dans la lignée de la sociologie lyrique. Aussi depuis... moi, je recommanderais aux personnes qui ont aimé The Wire de regarder Freinet, qui est une autre série HBO qui a été créée par David Simon. Elle a été diffusée de 2010 à 2013. Et si sa montante elle est moins aboutie, je pense qu'il y a le même principe. C'est-à-dire montrer que il y a des processus globaux, puis il y a des histoires personnelles. Et donc la série propose de montrer ce que Katrina a fait de la ville de la Nouvelle-Orléans et comment la ville se rebâtit après la catastrophe humaine. En fait, a posteriori, je pense que Freinet montre que The Wire était déjà le tableau d'une catastrophe humaine et de ceux et celles qui essayent de rebâtir la communauté inlassablement. Donc je pense qu'il y a la même ambition de redonner de la dignité aux pions dans les 2 œuvres. Oui, justement, Trémé qui sera normalement étudié bientôt à notre antenne par Aurélie Godet. Alors, Elsa Grassi, on vous remercie vraiment vivement pour cette très bonne analyse, j'allais dire, dans tous les sens du terme, de The Wire. Alors, on rappelle que vous allez donner une bibliographie qui est disponible sur le site de notre partenaire nonfiction.fr, sur laquelle d'ailleurs vous retrouvez toutes les résumés des interventions de toutes les émissions qui ont été diffusées par notre podcast Histoire en série. Elsa, merci et à bientôt. Merci à vous.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.